Donc aujourd'hui, je vais m'intéresser à la distance moyenne qui sépare les molécules dans un liquide ou dans un gaz. Pour le liquide, j'utiliserai l'eau et pour le gaz, j'utiliserai l'air. Alors commençons par le liquide. Alors quelques rappels sur l'eau. La masse volumique est d'environ 1000 kg par mètre cube, c'est-à-dire 1 g par centimètre cube, c'est-à-dire 1 kg par litre. Donc 1 litre, ça fait 1000 cm3. Donc 1 millilitre, c'est 1 cm3. 1 centilitre, un centième de litre, c'est donc 10 cm3. Et 1 centilitre, c'est un cube de combien de centimètres de côté? Donc je vous laisse réfléchir. Et la réponse n'est pas si évidente. Donc c'est pas la peine de le calculer, mais disons au moins poser le calcul. Donc je fais mon petit cube de façon à ce qu'il contienne 10 cm3 de liquide. Donc le cube a un volume de A puissance 3. Donc 1 centilitre c'est 10 cm3. Ça veut dire que A puissance 3 égale 10, c'est-à-dire que A égale racine troisième de 10. C'est-à-dire que c'est un cube de 2,15 cm de côté. Continuons. Voici la molécule d'eau. Alors différentes représentations, le modèle 3D. On utilisera d'ailleurs quelque chose qui est capable de nous faire créer ces modèles 3D, c'est le logiciel Avogadro que vous connaissez peut-être. Vous avez aussi la représentation de Lewis de la molécule d'eau. Alors vous avez deux doublés en rouge, c'est deux doublés d'électrons libres. Et puis vous avez pardon, et vous avez la géométrie de la molécule d'eau, un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène, avec un angle de 104,45 degrés et une longueur entre le centre de l'oxygène et le centre de l'hydrogène de environ 1 angstrom, 0,95 angstrom. Alors je vous rappelle que 1 angstrom, c'est 10 puissance moins 10 mètres. Alors c'est une unité qu'on utilise beaucoup lorsqu'on parle de molécules ou d'atomes. L'angstrom, ça se note avec un A avec un petit cercle au-dessus. On peut aussi utiliser le nanomètre, 10-12 mètres. Donc 1 angstrom, ça fait 10-10 mètres. 1 nanomètre, c'est 10-12. Donc il faut 100 angstrom pour faire... il faut 100 nanomètres pour faire un angstrom. Donc voilà la molécule d'eau. Grosso modo, sa taille, c'est de l'ordre de l'angstrom, c'est-à-dire de 10-10 mètres. Donc maintenant, combien y a-t-il de molécules dans 1 litre d'eau liquide? Dans 1 litre d'eau liquide, on a une masse d'1 kg. Alors je vous donne dans la classification périodique. L'eau liquide, c'est composé d'oxygène et d'hydrogène. Donc quelle est la masse molaire de l'eau? Vous réfléchissez. Vous écrivez votre réponse. Et la bonne réponse, alors la bonne réponse, il fallait additionner non pas 1 et 8, mais il faut additionner les chiffres qui sont en dessous, qui sont environ 1 pour l'hydrogène et environ 16 pour l'oxygène. Donc 16 pour l'oxygène, plus 2 hydrogènes, ça nous fait 2, ça nous fait 18 grammes par mol. Alors 18 grammes par mol, sachant que dans 1 litre d'eau, il y a 1 kg d'eau, c'est-à-dire 1000 grammes. Donc si je divise par 18, j'obtiens 55,55 mol. Combien de molécules au total? Eh bien, le nombre de molécules, il faut que je multiplie par le nombre d'Avogadro, qui est le nombre d'atomes ou de molécules dans une mole d'atomes ou de molécules. Environ 6,0210 puissance 23.
Donc au total, dans 1 litre d'eau, j'ai 3,34 10 puissance 25 molécules. Bien, maintenant, je cherche à connaître la distance qui sépare ces molécules dans l'eau liquide. Alors, je vais utiliser une petite astuce. On va supposer que chaque molécule est au centre d'une sphère et que les sphères sont empilées de la manière la plus compacte possible. Donc, dans 1 litre d'eau, on a 3,34 10 puissance 25 sphères. Et les modèles les plus compacts d'empilement de sphères qu'on connaisse, c'est dans les réseaux cristallins, c'est le CFC et le HC, c'est-à-dire le cubique face centrée et l'hexagonal compact. Et on a appris que la compacité maximum est de 74%. La compacité, c'est le volume des sphères sur le volume total. Donc, j'en conclus que les sphères qui contiennent les molécules occupent au total un volume de 0,74 litres. Et donc, je me demande quel est le rayon de la sphère qui contient la molécule. Alors, le volume d'une sphère, c'est 4 tiers de pi r au cube. Donc, le rayon, c'est la racine troisième de 3v sur 4pi. Maintenant, si j'ai le volume d'une sphère, je pourrais en déduire le rayon. Sur un volume de 0,74 litres, il y a 3,34 10 puissance 25 sphères. Je n'ai qu'à faire la division. Et je vais mettre aussi le volume, non pas en litres, mais en mètres cubes. Donc, 1 mètre cube, c'est 1000 litres. Donc, je divise par 1000 pour avoir le volume en mètres cubes, 0,74 divisé par 1000. Et je divise par 3,34 10 puissance 25 sphères. Donc, j'obtiens que le volume d'une sphère, c'est 2,21 10 puissance moins 29 mètres cubes. Alors, si je le mets en mètres cubes, c'est que je me rapproche, enfin, je prends des unités SI, c'est quand même plus pratique. Maintenant que j'ai le volume de la sphère, eh bien, j'ai plus qu'à appliquer la formule que j'ai donnée à la diapo précédente pour obtenir le rayon. Donc, je calcule mon rayon. Voilà. Et j'obtiens que le rayon d'une sphère, c'est 1,74 angstroms. Donc, la conclusion, c'est que la distance entre deux centres de sphère, c'est 2 fois le rayon, c'est-à-dire 3,48 angstroms. Et que une molécule qui fait en angstrom environ de taille. Vous pouvez, par exemple, me demander... Écho, silence. Je continue. Donc la conclusion, c'est que dans un volume de 3,40 de la sphère, qui fait de rayon 1,74, on a une molécule qui fait à peu près en angstrom, donc elle est à l'aise dans la sphère. Hein, elle se balade. Alors, voyons ce que ça nous donne. Alors là, je rappelle donc la taille de la molécule. Les molécules ne sont pas en contact, il y a un léger épaissement, l'eau liquide doit être donc un peu compressible. Alors, je me suis amusé à dessiner avec Avogadro 2 molécules d'eau et j'ai utilisé 2 représentations différentes. D'une part, j'ai représenté les molécules d'eau avec ce qu'on appelle le rayon de Van der Waals. Et dans ce cas-là, vous voyez que les molécules, elles se touchent presque. Hein. Mais bon, dans la configuration que j'ai mise ici, elles peuvent quand même bouger et elles ont quand même un tout petit peu de place. Et j'ai utilisé une autre présentation, c'est exactement le même diagramme, mais avec cette fois-ci
des sphères et des bâtonnets. Et la molécule n'est plus du tout aussi grosse. Et ben la vérité, ça doit être à peu près entre les deux. C'est-à-dire qu'on est entre la représentation de Van der Waals et la représentation boule et bâtonnet. Alors tout ça, je l'ai fait avec le logiciel Avogadro, qui est un freeware. Donc on peut télécharger gratuitement sur Internet. Et ce logiciel a l'avantage qu'il n'est pas compliqué à installer. Il n'y a pas à être administrateur, on peut tout simplement le décompresser dans un répertoire et faire tourner le logiciel. Un logiciel qui permet de représenter des molécules, très pratique. Un peu de précision parce que j'ai représenté des molécules les plus grosses avec le rayon de Van der Waals. Donc le rayon de Van der Waals d'un atome est le rayon d'une sphère géométrique théorique qui peut être utilisé dans beaucoup de raisonnements adéquats pour modéliser l'atome. Donc pour voir par exemple l'encombrement stérique, c'est-à-dire les sites actifs de la molécule, est-ce qu'ils sont accessibles à un autre atome ou pas, ou est-ce que c'est trop encombré, par exemple. Donc son nom vient de M. Van der Waals, lauréat du prix Nobel en 1910, pour avoir été le premier à reconnaître que les atomes ont une taille finie, c'est-à-dire que ce ne sont pas de simples points matériels, parce que je vous rappelle qu'un atome c'est essentiellement du vide, donc on pouvait se dire qu'un atome, si c'est juste le noyau, à peu près la taille d'une mouche dans une cathédrale, les atomes c'est des points matériels. Mais c'est pas aussi simple que ça. Donc, les atomes ne peuvent pas s'interpénétrer et à cause de répulsion électrostatique due au nuage électronique. Donc c'est pour ça qu'on leur donne un rayon. Alors, j'avais dit que l'eau devait être compressible. Donc, pour comprimer un liquide, il faut surmonter des forces coulombiennes. Alors, ça vient de Coulomb, c'est-à-dire des forces qui concernent des charges électriques. Donc, des forces coulombiennes répulsives très grandes qui apparaissent lorsque les molécules sont à de faibles distances les unes des autres. C'est pour cette raison que la compressibilité de l'eau liquide est très faible, de l'ordre de 5-10-5 pour 293 Kelvin et pour une pression de 1 à 25 bar. Si on double la pression dans la seringue à partir de la pression à bar, le volume de l'air est divisé par 2. Donc si vous doublez la pression, vous divisez le volume par 2. Ça c'est pour un gaz. Ça s'appelle une compression isotherme parce qu'elle se fait à température constante. Alors que la diminution relative du volume de l'eau, calculée d'après la formule, n'est que de 5 10-3. 0,5 10-3. Bien, maintenant qu'on a vu la distance des molécules d'eau dans de l'eau liquide, on va s'intéresser au cas des gaz. Alors quelques rappels, ou pas d'ailleurs, l'air à pression atmosphérique et 20 degrés sera mon gaz de référence. Je donne une masse de environ 1,24 kg par mètre cube, enfin ça dépend de la température. D'autre part, il est constitué de 21% d'oxygène, O2, et de 78% d'azote, N2, et de quelques gaz rares, mais pour simplifier, je vais prendre 79% d'azote pour que 21 plus 79, ça fasse 100%. La masse molaire, les masses molaires, tiens j'ai oublié un essai molaire, de l'oxygène. Alors, l'oxygène, 16 grammes par mol pour les atomes, donc 32 grammes par mol puisqu'on a O2, le dioxygène pour les néophytes. Moi je parle tout simplement d'oxygène, c'est-à-dire ce qu'on respire. Et puis N2, l'azote, diazote, toujours pareil pour les petites classes. Donc l'azote, l'atome d'azote, c'est 14, une mol d'atome, c'est 14 grammes par mol d'atome d'azote, donc 28 grammes par mol. Donc l'azote est légèrement plus léger que l'oxygène.
Alors, quelle est la masse molaire moyenne de l'air? Et là, je vous laisse réfléchir un petit peu. Combien pèse une mole d'air, oxygène et azote mélangés? Alors voyons, il y a 21% d'oxygène et 79% d'azote. Donc, s'il n'y avait que de l'oxygène, ça serait 32 grammes par mol d'air. S'il n'y avait que de l'azote, ça serait 28 grammes par mol. Et comme on a des proportions, on va multiplier par les proportions, c'est-à-dire qu'on va faire le calcul suivant. 32 fois 21%, c'est-à-dire 0,21, 32 fois 0,21, plus 28 fois 0,79, ce qui nous fait 28,84 grammes par mol. Alors, selon Internet, la masse molaire de l'air, c'est 29 grammes par mol. Nous, on trouve 28,84, on prendra 29 grammes par mol pour simplifier. Bien, maintenant, j'ai la masse molaire de l'air. Alors, précédemment, j'avais besoin Précédemment, pour l'eau, j'avais un volume d'1 litre. J'avais une masse d'1 kilo. J'ai calculé le nombre de moles de molécules d'eau dans 1 litre. Ensuite, j'ai mis des sphères dans lesquelles j'enfermais ma molécule. J'ai empilé ces sphères de la façon la plus compacte possible, puis j'ai calculé le rayon de la sphère pour avoir la distance moyenne entre deux molécules. Voilà. Donc je vais faire exactement la même chose. Et puis je fais un petit détour par les lois de la thermodynamique, puisqu'on a dit que si on double la pression, on diminue le volume par 2. Alors, la thermodynamique, c'est quelque chose de très très intéressant. Ça a été fait en physique pour comprendre le fonctionnement des moteurs thermiques, c'est-à-dire en particulier des machines à vapeur, des locomotives à vapeur, et bien comprendre et modéliser pour pouvoir améliorer le fonctionnement de ce genre de machine. Donc la thermodynamique est une branche de la physique qui traite de la dépendance des propriétés physiques des corps à la température, des phénomènes où interviennent des échanges thermiques. Par exemple, si je mélange, je sais pas, un verre d'eau à 30 degrés de 30 centilitres et que je mets un glaçon de 10 centilitres à 0 degré à moins 10 degrés dedans, voilà, quelle va être la température finale s'il n'y a pas d'échange de chaleur avec l'extérieur, par exemple. Un des problèmes de thermodynamique. Voilà, très important pour déterminer la température finale du pastis. Donc, les échanges thermiques et des transformations de l'énergie entre les différentes formes. Alors la thermodynamique, ça va même très loin, ça va même jusqu'à l'étude des piles électriques. L'étude des gaz parfaits et celle des machines thermiques qui échangent de l'énergie avec l'extérieur sous forme de travail et de chaleur occupent une place centrale dans la thermodynamique. Alors les machines qui échangent de l'énergie mécanique avec l'extérieur, c'est-à-dire le travail mécanique, c'est la machine à vapeur ou le moteur thermique. Alors en thermodynamique, on a une relation qui s'appelle la relation des gaz parfaits, PV égale nRT. Alors, on décrit les différents termes. P, c'est la pression, elle sera en pascal, l'unité de pression du système international, c'est le pascal. Une pression, c'est une force divisée par une surface. Un pascal, c'est une force d'1 newton divisé par 1 mètre carré. Vous imaginez, c'est très très faible. 1 newton, c'est le poids de 0,1 kg. Vous répartissez donc 0,1 kg soit 100 g sur 1 mètre carré. Et ça exerce une pression d'un pascal. La pression atmosphérique, elle est beaucoup plus forte. Elle fait, alors pour lire ce chiffre, c'est 101 325 pascal. Comme c'est un peu compliqué à lire, on met une unité un peu barbare que vous avez peut-être vu au bulletin météo qui est l'hectopascal. 1013,25 hectopascal, c'est la pression atmosphérique normale, c'est-à-dire moyenne au niveau de la mer. Et ça correspond donc à une masse d'atmosphère, c'est-à-dire, si je regarde la force qui appuie sur 1 mètre carré,
je vais obtenir 101 325 newtons. En gros, il faut 10 newtons pour faire 1 kg, donc je divise par 10, ce qui me fait, si je divise par 10, ben je retire le 5 qui est à la fin, 10 132 kg par mètre carré, c'est-à-dire 10 tonnes, 13 par mètre carré. Donc l'atmosphère, sur chaque mètre carré de la surface terrestre, appuie avec une masse de 10 tonnes. Voilà, ça vous donne une idée de la masse de l'atmosphère. D'ailleurs, vous pouvez la calculer assez facilement, puisque la Terre est une sphère de 6400 km de rayon. Donc on peut calculer la surface de la sphère en mètres carrés. Après, on multiplie par 10,13 tonnes par mètre carré et vous avez la masse totale de l'atmosphère. PV égale nRT. Donc pression, ensuite V c'est le volume. Alors ce volume il sera en mètres cubes. Ensuite N c'est le nombre de moles de gaz. R c'est la constante des gaz parfaits. Et elle est égale en gros à 8,32. Et T c'est la température et elle doit être en Kelvin. Alors les gaz parfaits, c'est PV égale nRT. Entre parenthèses, c'est pas une erreur, hein, il n'y a pas de S à gaz au pluriel. Le gaz parfait, c'est un gaz où les interactions entre les molécules de gaz sont quasiment nulles. C'est-à-dire que la distance entre deux molécules de gaz est suffisamment importante pour que les interactions coulombiennes soient négligeables. Donc le volume, alors là je résume, hein, PV égale nRT, le volume est en mètres cubes, la pression est en pascal, la température est en Kelvin. Je rappelle que 0 degré Celsius c'est plus 273,15 Kelvin, que le 0 Kelvin c'est le 0 absolu, à moins 273,15 degrés Celsius. C'est presque les mêmes que les degrés centigrades. Que la constante des gaz parfaits, elle vaut, alors j'ai pas mis l'unité de la constante, hein, mais bon, on n'a qu'à mettre SI, système international, c'est en gros 8,32, et le petit n, alors là j'ai mis un grand n, mais c'est une erreur, le petit n c'est le nombre de moles. Alors avec tout ça, par exemple, je peux calculer quel volume occupe une mole de gaz à pression atmosphérique, et il faut que je précise la température. Donc par exemple, si je prends une atmosphère et 0 degré, soit 273,15 Kelvin, une mole de gaz occupe un volume de 22,4 litres. Et ça, quel que soit le gaz, oxygène, azote, chlore, eau sous forme de gaz, hein, méthane, tous ces gaz occupent exactement le même volume. Pourtant, la molécule de chlore est plus grosse que la molécule d'oxygène. Mais ça n'a aucune importance, parce qu'on va voir que les molécules sont suffisamment éloignées pour qu'en fait la taille de la molécule importe peu. Alors ça, c'est des résultats qui ont été obtenus expérimentalement. Donc le volume d'une mole, eh bien, vous le calculez avec volume égale nRT divisé par P. N, c'est 1, R, 8,32, T, 213,15 et P, la pression atmosphérique, 101 325. Ce qui nous fait un résultat en unité SI, c'est-à-dire l'unité du volume, c'est donc le mètre cube. Et comme je multiplie par 1000 pour avoir des litres, j'obtiens 22,4 litres. Et maintenant, si je calcule le volume à 20 degrés, eh bien, je n'ai qu'un chiffre à changer, c'est la température, 20 plus de 73,15. Donc si je calcule le volume à 20 degrés, j'obtiens 24 litres. Une mole de gaz, ça occupe 24 litres à 20 degrés. Bien, je reviens à notre problème, après avoir fait un petit détour par la thermodynamique. Revenons à 1 mètre cube d'air, 29 grammes par mol. Alors j'ai un peu affiné le chiffre, 1,292 kg à une atmosphère et 0 degré.
Euh, tout à l'heure j'avais mis 1,24, mais c'est à une atmosphère et 15 degrés ou quelque chose comme ça. Bon, de toute façon, on va pas se batailler pour quelques dixièmes. Le nombre de moles. Alors le nombre de moles, eh bien, je divise 1292 grammes par 29 grammes par mol et j'obtiens 44,55 moles. Donc le volume, alors là, attendez, je cherche, qu'est-ce que j'ai voulu calculer? nRT, là je ne sais pas ce que j'ai calculé. Donc, voilà. Ah oui, oui, oui. J'ai calculé le volume de 44,55 moles. Voilà. Donc si je calcule le volume de 44,55 moles à 0 degré, 273,15, j'obtiens 0,998 mètres cubes, c'est-à-dire en gros 1 mètre cube. Donc 1 mètre cube d'air, c'est bien 44,55 moles. Jusque là on est bon. 0,998 à la place de 1 mètre cube, c'est kiff kiff, c'est pareil. Voilà, donc j'ai le nombre de moles cette fois-ci. J'ai le nombre de moles de gaz dans 1 mètre cube. Donc maintenant je vais calculer le volume d'une sphère, puisque maintenant j'ai le nombre d'atomes, en multipliant par le nombre d'Avogadro. Et le volume des sphères occupe 74% d'un mètre cube, c'est-à-dire 1 mètre cube c'est 1000 litres, et les volumes des sphères occupent 740 litres ou 0,74 mètres cubes. Je divise par le volume de toutes les sphères, je divise par le nombre de sphères au total, c'est-à-dire 44,55 fois le nombre d'Avogadro, et j'obtiens le volume d'une seule sphère de 2,76 environ, 10 moins 26 mètres cubes. Et je termine mon calcul par le rayon de la sphère, qui est de 18,7 angstroms. Et, pareil que tout à l'heure, je vais regarder ce que ça donne dans le logiciel Avogadro. Et voilà deux molécules d'oxygène séparées par la distance que je viens de calculer, qui est de l'ordre de 18 angstroms. Donc vous voyez que les molécules elles sont quand même pas mal éloignées l'une de l'autre par rapport à la taille des molécules. Donc voilà un gaz par exemple là, à une atmosphère et 0 degré. Voilà ce que ça nous donne. Donc on comprend que même si les molécules étaient un peu plus grosses, ça ne changerait pas grand chose. Alors maintenant je vais revenir un petit peu à la thermodynamique, parce qu'en thermodynamique, on a des séparations. Alors là ici c'est la pression en fonction de la température. Selon la pression et la température, l'eau peut être sous forme liquide, solide ou gazeuse. Alors vous avez une partie de la courbe qui est température élevée, basse pression. On a du gaz. C'est cette partie-là. Température faible. À température faible, on a un solide, c'est-à-dire de la glace. C'est cette partie-là. Et entre les deux, eh ben, vous avez la phase liquide. Donc si par exemple on avait une pression de 1 atmosphère ici, et bien si on parcourt, l'eau devient liquide à 0 degré, donc c'est à peu près, ça doit être par là, 1 atmosphère, l'eau devient liquide à 0 degré, et puis ensuite elle devient sous forme de gaz à 100 degrés. Et vous avez donc, si vous êtes sur une courbe, par exemple liquide-vapeur, et que le point se situe pile sur la courbe, ça veut dire que si on attend l'équilibre, eh bien les deux phases peuvent exister à la fois, c'est-à-dire il peut y avoir du liquide et de la vapeur en même temps, et ça indéfiniment. Ce n'est pas le cas, par exemple, si vous êtes à cette température. Alors par exemple, de
vous êtes à une température de 300 degrés et vous avez de l'eau liquide. Eh ben, toute l'eau liquide va disparaître et va devenir de la vapeur. Et ça, c'est de l'eau liquide qu'on jette dans le four. Bah, évidemment, au début, il y a de l'eau liquide, mais on n'est pas à l'équilibre. Donc, si on attend un peu de temps, eh bien, toute l'eau va se transformer en gaz. Par contre, si vous êtes en pile sur la courbe, par exemple à 100 degrés pile, le four fait 100 degrés, eh bien, vous allez avoir un équilibre qu'il est possible d'avoir entre le verre d'eau que vous mettez dans le four, il y aura une certaine quantité d'eau, une partie va se vaporiser, mais il va y avoir un équilibre, et puis à un moment donné, il y aura plus de vaporisation, il y aura de l'eau sous forme de vapeur et de l'eau sous forme de liquide indéfiniment. On sera à l'équilibre. Et il y a un point remarquable, c'est le point triple. Et là, les trois phases peuvent exister, c'est-à-dire liquide, vapeur et solide, en même temps et indéfiniment à l'équilibre. Et puis il y a un autre point remarquable, ici c'est le point critique. Alors ça c'est assez remarquable. Ça veut dire qu'au-delà de cette température et au-delà de cette pression, eh bien on a ce qu'on appelle un fluide supercritique, c'est-à-dire qu'on ne distingue plus l'eau de la vapeur, le gaz du liquide. Gaz et liquide ont les mêmes propriétés et c'est une expérience qui est très intéressante et qui a des applications pratiques. Donc en fait, vous avez, alors on fait l'expérience avec du gaz carbonique sous forme liquide. À 44 degrés Celsius, on a à ce moment-là un fluide hypercritique ou supercritique. C'est-à-dire que vous allez avoir des bulles qui vont apparaître dans le liquide et des gouttes qui vont apparaître dans la phase vapeur. Et à un moment donné, à une certaine température, eh bien, le ménisque qui sépare le liquide du gaz va disparaître. Et on n'aura plus qu'une brume, c'est ce qu'on appelle le fluide supercritique. Et il y a des applications. Ah oui, j'étais arrivé à la fin. Et donc il y a des applications de ce fluide supercritique que je vous invite à voir dans une vidéo. Alors, l'une des premières applications, ça a été de retirer la caféine du café pour avoir du café décaféiné. On a d'autres applications parce que, comme est expliqué dans la vidéo, le fluide supercritique, on utilise pratiquement toujours du CO2 en supercritique. Ce fluide CO2 en supercritique agit comme un solvant. Par exemple, il permet de solvater la caféine du café, donc de l'extraire du café, pour obtenir du café décaféiné. Il extrait le principe actif de certains mélanges. On pourrait l'utiliser pour nettoyer des vêtements, puisque la plupart du temps sur les vêtements, les taches sont organiques. Donc c'est un solvant, mais qui n'est pas toxique. On utilise pour le nettoyage des vêtements des solvants assez toxiques. Le CO2 n'est pas toxique du tout, mis à part qu'il provoque le réchauffement de l'atmosphère. Et la dernière application qui est citée, c'est de retirer un composé dans les bouchons de liège qui provoque, lorsque le bouchon est en contact avec le vin, ce qui est le cas lorsqu'on penche la bouteille pour laisser reposer le vin dans les caves, pendant des années d'ailleurs, si vous avez vu les caves de champagne, eh bien, ce bouchon en contact avec le vin peut donner un goût de bouchon au vin. Eh bien, c'est dû à un composé chimique qui est à l'intérieur du liège qui peut être enlevé par le CO2 en fluide supercritique. Donc voilà les applications. Bon, en conclusion, donc la distance moyenne des molécules dans un liquide ou dans un gaz. Eh bien, dans un liquide, les molécules sont quand même relativement proches, mais ne se touchent pas. Donc le liquide est faiblement compressible. Dans le gaz, les molécules sont très éloignées les unes des autres. Et donc, ça explique que le gaz soit extrêmement compressible. Et ça explique aussi que quel que soit le gaz, eh bien, quel que soit le gaz,
lorsqu'on peut le considérer comme un gaz parfait, c'est-à-dire que lorsque les molécules sont suffisamment éloignées, eh bien, une mole de gaz occupe le même volume, et ça, quelle que soit la nature du gaz. Et ça, c'est assez surprenant, parce que, par exemple, la molécule de chlore est plus grosse, donc on pourrait se dire elle prend plus de place, donc une mole, ça va prendre plus de place. Mais oui, mais comme les molécules sont quand même relativement assez éloignées les unes des autres, qu'importe la taille de la molécule, il faudra vraiment des molécules très très grandes pour que enfin, les molécules très grandes, de toute façon, elles ne sont pas sous forme de gaz, elles sont sous forme de liquide la plupart du temps, ou même de solide. Quand vous prenez des molécules très grandes, par exemple ce qu'on appelle des paraffines, c'est-à-dire des alcanes, c'est-à-dire des liaisons C, carbone-carbone avec de l'hydrogène assez longs, eh bien, au-delà, par exemple, l'octane, c'est du liquide à pression atmosphérique, le méthane gazeux, éthane gazeux, propane, butane, vous savez aussi que c'est gazeux à pression atmosphérique, liquide si on augmente un peu la pression. Et par contre, l'hexane, c'est déjà du liquide. Et si vous allez dans les nombres de carbone assez importants, eh bien vous avez ce qu'on appelle des paraffines, c'est-à-dire des solides, des paraffines, comme par exemple des paraffines qui servent à fabriquer des bougies. Voilà, et c'est tout pour cette fois.